Hello, hello! Alors, on se retrouve pour la suite de l'intervention de Marc Monteil du site intemotionnel.com qui, là, va vraiment nous répondre à la question comment transformer nos émotions en alliés et de son point de vue, du point de vue de l'intelligence émotionnelle. Alors, Marc, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Bonjour Nora, rebonjour Bonjour. et à ceux qui nous suivent. Alors, quels conseils je pourrais donner pour comment faire que nos émotions soient nos alliés? Le premier conseil, je crois que c'est ce que j'avais un petit peu dit avant, c'est évidemment, je crois que tu as fait 4 épisodes vidéo sur les émotions. Donc, le premier conseil, c'est forcément si vous ne les avez pas vus, c'est les écouter, les 4, parce qu'il y a énormément d'informations qui sont pratiques et utiles, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. Et puis, par la même occasion, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne YouTube, autant s'abonner, ça vous permettra d'éviter de manquer les épisodes à venir. Ça me paraît très important. Bon, et puis, je te remercie de me faire participer à ton émission. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter il y a des postulats au départ par rapport aux émotions qui me semblent très importants. C'est dans un premier temps, les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel tu es entièrement d'accord. Je valide complètement. Je ne supporte pas, je l'avais dit, mais d'entendre parler d'émotions négatives, et ça me hérisse les poils. Et donc, on parle plus d'émotions agréables ou désagréables. Donc, une fois qu'on sait que les émotions sont ni positives ni négatives, qu'elles sont soit agréables ou désagréables, il faut se rappeler qu'elles sont toutes utiles. Et dans ce contexte-là, il est donc important de savoir les écouter et de les exprimer. Chaque émotion a une fonction bien précise. Pour revenir même à la syntaxe ou à la définition du mot émotion, en latin, le « signifie vers l'extérieur et le motion, c'est motere, ça veut dire mouvoir. Donc, les émotions sont une incitation à l'action. Ce n'est pas toujours le cas. Enfin, l'émotion est une incitation à l'action. Dans la réalité, c'est vrai que parfois, on peut être paralysé et donc on ne sait plus trop comment s'y prendre dans certains cas, à force de certaines peurs ou de trac. Mais il faut aller au-delà, justement, c'est ce que je vais expliquer un petit peu après, pour justement que ça se transforme en action. Il ne faut pas oublier aussi que les émotions, elles sont contagieuses. Alors, contagieuses dans le bon sens du terme. Enfin, ça dépend de l'émotion dans laquelle on veut contaminer. Mais si on a de la joie, forcément, la joie va contaminer les personnes autour de soi. Donc, je vous invite à avoir plutôt un sourire et un rire et à contaminer de façon agréable les personnes qui sont autour de vous. Je dirais comme le fait Nora dans ses vidéos d'ailleurs. Alors, que faire pour que nos émotions soient nos alliés? Pour garder la maîtrise de son corps, de son esprit, pour aller là où on veut aller. Juste avant, je vais peut-être faire une petite différence avec des termes qu'on a tendance à faire. On a tendance à faire un amalgame entre l'humeur et le sentiment et après l'émotion. L'humeur, on parle parfois de bonne humeur. Je suis de bonne humeur ou je suis de mauvaise humeur. Ce n'est pas une émotion. Une émotion, c'est justement une émotion qui dure devient une humeur. Je vous donne quelques exemples. L'appréhension, l'euphorie, l'irritation, c'est une humeur. Au niveau des sentiments, c'est quelque chose qui part de nous et qui va vers l'autre. L'émotion, elle est au départ à l'intérieur de nous, alors que le sentiment, il va vers l'autre. Les causes des sentiments sont beaucoup plus complexes. La durée, elle est plus longue. Une émotion, elle est plus rapide, elle est plus instantanée. Donc le sentiment, comme l'amour, la haine, l'angoisse, c'est des choses qui sont plus complexes et qui durent plus longtemps. L'émotion, alors il faut savoir aussi que l'émotion, on en a, peut-être que j'y reviendrai, mais on en éprouve pratiquement jusqu'à 6000 par jour. Donc elles ne sont pas toutes aussi importantes les unes que les autres, mais il faut savoir qu'on éprouve pratiquement énormément d'émotions. Les émotions, elles sont universelles, mais d'un point de vue expression faciale, on arrive à les retrouver de façon universelle. Par contre, son extériorisation, elle peut changer. Je ne vais pas revenir sur tout l'historique. J'ai été tenté de le faire au départ avec Platon, Socrate, Aristote, mais ça va durer trop longtemps. Par contre, il est important de savoir qu'en fonction du contexte et de la culture, l'émotion peut être perçue différemment.
C'est quand même important à rappeler. L'histoire fait en sorte qu'on a souvent eu tendance à nous empêcher d'exprimer nos émotions. C'est un sujet tabou, à nous dire que c'est pas bien. Même si aujourd'hui, au niveau des entreprises, on en parle de plus en plus. Déjà, c'est une bonne chose. En parler, c'est une chose. La mise en exécution, ça sera une autre. Je suis sûr que peut-être vous-même, vous avez entendu autour de vous, on dit un homme, c'est fort, un homme, ça pleure pas. Alors qu'en fait, il doit être capable de pouvoir exprimer ses émotions et parfois il pleure. C'est un être humain, donc il doit pouvoir extérioriser ses émotions. On va dire aussi à une fille, ne pleure pas parce qu'après tu vas être moche, c'est pas beau. C'est pareil, si elle a envie de pleurer, ça va permettre d'extérioriser ses émotions. Donc c'est pas quelque chose, effectivement, on a tendance à se sentir coupable. Donc je comprends la question d'une de tes lectrices en disant mais qu'est-ce que je peux faire pour que les émotions deviennent des alliés? Parce qu'en fait, peut-être qu'elle considère que ces émotions, elle est coupable de ressentir ses propres émotions. Donc en fait, on ne doit pas se sentir coupable de ressentir ces émotions, on doit plutôt les comprendre et voir comment on peut les utiliser. C'est un concept aussi qui est relativement récent. Alors, je sais pas, peut-être certains d'entre vous ont suivi une série, je crois qu'elle est passée en France il y a quelques années, peut-être qu'elle passe encore, ça fait longtemps que je ne suis plus les émissions françaises, mais ça s'appelait la série Lie to Me. Un détective qui utilise Lie to Me, qui utilisait les micro-expressions du visage pour arriver à déceler si la personne mentait ou à arriver à résoudre des énigmes. Et en fait, ça a été inspiré par Paul Ekman, en 1976, qui a déterminé 6 émotions primaires. Donc, les 6 émotions primaires sont la peur, le dégoût, la colère, la surprise, la joie et la dernière, la tristesse. Donc, ces 6 émotions, parfois, on en a développé plus avec le temps, mais c'est un peu comme la peinture, c'est-à-dire qu'à partir de des couleurs primaires, de ces 6 émotions primaires, on arrive à avoir une palette beaucoup plus vaste d'émotions. Il a déduit ça à partir de ses travaux et en faisant une analyse sur les expressions faciales. Il a pu mettre en évidence que leur expression, comme je le disais tout à l'heure, était universelle, à part quelques rares exceptions. Alors, au départ, je vais rappeler, on dit que les émotions ne sont ni positives ni négatives, elles sont agréables ou désagréables. Et l'autre postulat qui est très important, c'est qu'elles sont innées, elles sont automatiques et elles sont inconscientes. Donc, vous pouvez essayer de croire que vous pouvez les réprimer, les garder à l'intérieur de vous, mais elles seront là. Elles sont là et elles vont s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Elles s'expriment en règle générale par une situation d'urgence. Elles ont les émotions, d'un point de vue génétique, elles étaient là pour nous protéger. Alors, je sais que dans l'une de tes vidéos, tu as fait un rappel de certaines des émotions, donc je vais être très bref sur les 6 pour rappeler que la peur, par exemple, c'était là pour nous sauver la vie. À l'époque des Cro-Magnons ou des chasseurs ou dans la jungle, c'était quand on était face à un environnement hostile. C'était pour nous alerter. Le dégoût, c'était pour nous éviter, ou c'est pour nous éviter de mettre notre santé en danger, pour éviter d'avaler n'importe quel aliment. C'est pour ça que les industriels ont rajouté énormément de sucre aujourd'hui pour qu'on n'ait plus de dégoût, même si parfois on met toujours notre santé en danger en ingurgitant beaucoup trop de sucre. Ça, c'est un avis personnel. La colère, elle peut être vitale. Alors, elle est là pour fournir de l'énergie. Elle est là pour franchir un obstacle, pour aller au-delà. La surprise, elle éveille tous nos sens pour faire face à un événement inconnu. La joie, le 5e, ça nous permet de mieux s'intégrer à un groupe. Et ça nous permet donc d'être plus en sécurité à partir du moment où on fait partie d'un groupe. Et la tristesse et les larmes sont là pour attirer l'attention du groupe afin d'y être réintégrés. Je crois que les bébés sont assez forts pour manipuler parfois les émotions avec la tristesse et la joie pour intégrer les groupes. Alors, au fil de l'évolution de l'homme, on a développé, comme je disais, des émotions plus complexes, la honte, la fierté, la gratitude, la timidité. Mais en fait, c'est des combinaisons des 6 émotions primaires.
Donc, alors, un point qui est important, c'est vrai que les émotions, comme je dis, elles nous mettent en mouvement, elles sont là pour nous protéger, et elles étaient là pour lutter contre notre survie, contre des prédateurs. En règle générale, on n'a plus vraiment de lions, de crocodiles et de dinosaures à essayer de s'échapper en termes de prédateurs. Il y a d'autres types de prédateurs sur lesquels il faut être prudent. Et notre survie aujourd'hui, elle est devenue plus sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peur d'être seul, on a peur d'être jugé, on a peur d'être incompris ou d'être pointé du doigt. Et donc, ces émotions ont gardé cette prépondérance dans nos vies. Elles sont intégrées dans nos gènes, elles sont intégrées dans notre langage, dans notre communication. Et la recherche a clairement montré depuis longtemps que si on a une absence totale d'émotion ou d'expression, ça conduit à un effet productif. Alors, il y a certains cas pathologiques qui font que des personnes peuvent ne pas ressentir d'émotion, mais là, comme je le dis, c'est un cas pathologique. Donc, si on n'est pas dans ce phénomène-là, il est donc productif de pouvoir exprimer ses émotions et non l'inverse. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de mémorisation, il n'y a pas d'échange. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, l'émotion est là pour t'aider, pour m'aider, pour nous aider. Bon, avec tout ça, j'ai toujours pas répondu à la question. Toujours pas. Par contre, donc, comment faire de... on a bien revu, mais on a bien revu voilà, qu'il est important que les émotions reprennent leur place dans nos vies, dans nos sociétés, dans les entreprises, parce qu'elles redonnent la place à notre humanité, en fait. Et voilà, quoi. Déjà, effectivement, tu vas y venir à répondre à cette question, mais ce que tu as apporté là, je trouve que ça a une valeur énorme pour vraiment montrer que ça fait partie de nous, c'est inhérent à la nature humaine et que les émotions ont toute leur place. Donc, je te laisse finir, je m'excuse. Non, je te remercie, en fait. Donc, effectivement, parce que l'émotion fait partie de notre sensibilité humaine. Donc, pour nous faire notre allié, comme on a dit, c'est normal d'avoir des émotions, qu'il n'y en a pas de bonnes ou mauvaises et qu'elles sont là pour nous aider. C'est le premier postulat. Qu'il ne faut pas les refouler, les enfouir, ni les ignorer, parce que sinon, je crois qu'il y a une phrase, c'est… Alors, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà, parce que exactement. Si vous les gardez à l'intérieur de vous-même, vous risquez de créer finalement des problèmes de santé, des maladies qu'on appelle parfois psychosomatiques. Vous allez développer votre stress, vous allez les conserver à l'intérieur, et un moment ou un autre, de toute façon, elles vont sortir. Et ça ne sera peut-être pas au moment où vous le voulez, dans une atmosphère sans votre contrôle, une colère énorme, un fou rire, un burn-out, quelque chose qui fait que vous allez en perdre le contrôle. Donc, ne laissez pas les émotions comme dans une cocotte minute sans les laisser s'évacuer, puisqu'en fait, si elles restent à l'intérieur, si vous ne mettez pas je ne sais plus comment ça s'appelle, le petit tourbillon qui permet à la vapeur justement de sortir, eh bien la cocotte, elle finit par exploser. Eh c'est exactement la même chose pour les émotions. Il faut pouvoir les laisser s'exprimer vers l'extérieur au bon moment. Donc, de toute façon, elles ressurgissent d'une façon ou d'une autre. Alors, pour en faire un allié, la première chose, c'est de savoir ce que l'on ressent. Ça constitue une première étape fondamentale qui va vous permettre de gérer et d'appliquer efficacement l'émotion de manière intelligente. Donc ça, c'est le premier concept de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience de soi, avec la connaissance de soi. Donc avec la connaissance de soi, ça va vous permettre de mieux savoir ce que vous ressentez. Je vais vous donner quelques outils pratiques maintenant. C'est il faut arriver à identifier ce que tu ressens. Alors, pour identifier ce que tu ressens, il faut pouvoir aussi améliorer son vocabulaire. Parce que même s'il n'y a que 6 émotions primaires, elles se déclinent après en une multitude de catégories. Alors, pour information, sur le site interémotionnel.com, il y a un article qui s'appelle « 3 façons de gérer ses émotions ». Vous pouvez trouver une liste gratuite à télécharger en format PDF où il y a de mémoire au moins 879 sentiments et émotions qui sont classés par 10 catégories.
Ça va vous permettre d'améliorer votre vocabulaire, de pouvoir mieux identifier ce que tu ressens en disant effectivement, c'est plutôt ça ou c'est plutôt ça. Après, si vous faites des mots croisés ou du Scrabble, ça peut vous aider aussi. Donc, ça peut avoir de multiples usages à développer. Mais c'est la première chose, c'est d'arriver à identifier ce que tu ressens. La deuxième chose, c'est une fois que tu as pu identifier ce que tu ressens, il faut savoir à quelle intensité. Les émotions, la même émotion peut avoir différentes intensités en fonction des personnes. Donc, tu peux dessiner une échelle de 1 à 10 et progressivement positionner sur cette échelle un degré d'intensité pour savoir où est-ce que tu te situes. Donc, tu as identifié ce que tu ressens, tu l'as positionné sur une échelle de 1 à 10. Après, c'est d'arriver, le troisième point, c'est d'arriver à identifier quel est le déclencheur. Pourquoi? Quelle était l'origine, la cause qui a déclenché cette émotion? Ça, à la fin, pour objectif de prévenir, d'anticiper, plutôt que de gérer des conséquences. Je pourrais donner plein d'exemples, mais c'est vrai qu'après, ça risque de durer quand même assez longtemps. Une fois que tu as identifié, gradué de 1 à 10, et puis identifié le déclencheur, un outil qui est très, très puissant, je crois que tu en parles également dans une de tes vidéos, c'est d'avoir un carnet de bord, ou ce que certains appellent un carnet des émotions. C'est d'arriver à écrire à ta fréquence. Alors, certaines personnes le font tous les jours, c'est-à-dire, on va dire au moins trois fois par semaine, à marquer les émotions qui ont eu un impact significatif dans ta journée. Quel était le comportement négatif ou bloquant? Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là? Bon, moi, je n'arrive pas à le faire tous les jours. Je ne sais pas si toi, Nora, tu arrives à le faire tous les jours. Moi, oui, je fais partie de ces personnes qui le font tous les jours. Ça a mis du temps à se mettre en place parce que c'est un peu comme une habitude. Mais en fait, je me suis aperçue que ça me faisait énormément bien. Et l'écriture pour plein de choses, je trouve que c'est un outil très puissant. Et pour les émotions, pour moi, personnellement, déjà, ça a été énorme. Après, avec les personnes avec qui je travaille aussi. Et, voilà, donc je pense, oui, c'est important de les noter. Et puis, en plus, ça permet, donc je pense que tu le dis aussi, d'exprimer, de sortir de notre tête, hein, de le mettre par écrit. Donc, on fait de la place en soi. Et comme le cerveau aussi fonctionne par association, eh bien, d'écrire des choses, ça va nous en faire venir d'autres et on va faire des liens petit à petit. Enfin, je trouve ça phénoménal comme outil, quoi. Voilà, je te laisse finir. Non, moi, je suis ravi qu'effectivement, il y a des personnes qui ont peut-être plus de persévérance ou que tu arrives à le faire tous les jours. J'ai un ami, effectivement, qui est sorti d'un très grave burn-out et qui a appliqué ce cabinet des émotions et qui le faisait même plusieurs fois par jour. Il a fait ça pendant des mois. Il a des piles de livres par rapport à ça. Mais ça l'a aidé considérablement. Ça doit être fait sans jugement. C'est pour se libérer, laisser son esprit et puis le poser par écrit. Donc, ça permet de se libérer un petit peu par rapport à ça. Donc, c'est très important. Le deuxième élément, c'est d'arriver à tirer l'enseignement des expériences vécues. Donc, d'arriver à faire une introspection. Pour ça, tu fais une autoréflexion. C'est-à-dire que d'arriver à parler d'humeur, d'émotion dans laquelle tu te trouvais à un moment donné, d'arriver à identifier les situations pour lesquelles la situation a été difficile, de mettre les mots, savoir si on était heureux, enthousiaste, stressé, en colère, triste, et quels sont les facteurs déclencheurs. Et puis, à partir de là, de lister les points forts et de lister les points à améliorer. Ça va vous permettre de mettre en place un plan d'action pour, une fois que vous avez fait tout ce premier travail-là, pour pouvoir vous améliorer. Alors, un plan d'action, je fais juste une parenthèse, en règle générale, dans le management, on dit que ça doit être SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalistique et time-based, donc avec une durée dans le temps. C'est important, quand on fait un plan d'action, d'avoir l'ensemble de ces 5 éléments. C'est pas toujours facile à faire tout seul, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. Je dis bien des professionnels parce que parfois les amis ou l'entourage ne sont pas forcément. Il faut une certaine formation, il faut une certaine écoute, il faut une approche de bienveillance et sans jugement. Et c'est
pas forcément facile quand on le fait avec des personnes qui sont proches, à ces personnes-là proches, de ne pas avoir un jugement et on risque d'être affecté ou sensible par rapport à un jugement de quelqu'un qui n'a pas la formation ou l'expérience pour vous accompagner après pour la mise en place de l'action. Donc, si vous êtes, alors je fais un petit peu plus, mais si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez pas à contacter, à contacter Nora pour vous accompagner dans ces démarches d'estime de soi et de confiance en soi. Si vous êtes en Algérie, vous me contactez aussi. Donc, voilà un petit peu les premières étapes. Pour que les émotions deviennent vos alliés, il faut d'abord avoir conscience de soi et de faire ce travail d'introspection pour mieux se connaître. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous ne pouvez pas faire ce premier travail-là. Et c'est la première étape de l'intelligence émotionnelle. Le deuxième pilier, alors je ne vais pas faire les 5, je vous rassure, mais c'est les 2 premiers piliers parce qu'ils sont par rapport à vous. Le deuxième pilier par rapport à la maîtrise de soi, ça va permettre, une fois que vous avez fait ce premier travail, de garder votre calme, puisque vous avez une connaissance de vos émotions, de leur intensité, de ce qui les déclenche. Donc, vous allez pouvoir diriger pour réagir de manière positive et appropriée. Donc, vous en prenez le contrôle et non pas l'inverse. Ce sont plus vos émotions qui prennent le contrôle de vous. Ça va vous permettre de mieux gérer, par exemple, votre stress. Ça peut vous permettre de réfléchir de manière claire et concentrée en dépit de la pression. Le stress, pour certains, jusqu'à un certain degré, est un élément positif. Il y a un stress positif. Ça veut dire que pour certaines personnes, le stress positif les met dans l'action. Pour d'autres personnes, si vous avez dépassé ce niveau de stress positif, effectivement, ça devient un stress néfaste. Donc, ça va vous permettre justement de savoir où est-ce que vous vous situez. Le fait de le contrôler sans l'étouffer, ça va vous permettre de mieux vous adapter à réagir à des réactions et situations. Et je vais vous donner 6 exercices ou pratiques ou exemples qui permettent d'avoir une meilleure maîtrise de soi par rapport à ces émotions. La première, ça concerne la méditation ou le yoga ou les techniques de respiration, le tai chi ou le qigong. Ça, c'est des exercices que moi j'ai fait dans le passé en termes de maîtrise de l'énergie intérieure pour pouvoir apprendre à maîtriser sa respiration et être en meilleure harmonie avec l'environnement qui est autour de soi. Mais après, à chacun de trouver ce qui le convient. 5 minutes de méditation, quelques minutes de yoga. Le tout, c'est de le faire régulièrement à un endroit qui te convient, à un moment qui te convient. Ça peut être le matin, ça peut être le midi, ça peut être le soir. Il n'y a pas de règle réellement par rapport à ça. Je crois que ce qui est important, c'est de trouver sa propre fréquence et surtout de le faire de façon régulière. C'est la persévérance et la régularité de l'exercice qui fait que l'exercice devient une habitude. Donc, c'est à vous de trouver. Mais c'est des exercices qui sont importants. Parce que ça vous permet de lâcher prise. Ça vous permet de libérer votre esprit, d'éviter qu'il y ait une accumulation de ces émotions parfois désagréables ou même positives qui viennent vous submerger. Donc, c'est une façon positive de faire le vide et de savoir lâcher prise. Et le lâcher prise est un élément fondamental dans la confiance en soi et dans l'intelligence émotionnelle. Je ne sais pas si tu pratiques de la méditation, du yoga. Oui, moi je pratique la méditation, effectivement, et ce que tu dis est très important sur le fait qu'il n'y a pas de règles, parce que moi j'ai essayé pendant longtemps de faire comme il fallait, comme on disait qu'il fallait faire la méditation, et en fait ça ne marchait pas avec moi. Enfin, ça collait pas forcément avec mon rythme, avec ma vie, avec mon tempérament aussi, quoi. Et du coup, maintenant, j'ai trouvé une façon de faire qui fait que j'arrive à le faire tous les jours. Et ça me fait énormément de bien, puisque c'est vrai que c'est un retour sur soi qui est énorme. C'est apprendre à discipliner un petit peu aussi son mental. Et donc, voilà, oui, moi, c'est ce que je fais, ce que j'arrive à faire le plus régulièrement. Après, le reste, c'est pas assez régulier pour moi. J'aime faire au feeling comme je le sens. Donc, chacun après trouve son moyen de lâcher prise. Des personnes, ça peut être, j'allais dire, de se concentrer sur une autre activité régulièrement. Mais ça permet, c'est de libérer son esprit pendant un moment donné. La pêche est un bon moyen de, enfin, en fonction, ça dépend comment on le pratique. Si on s'énerve en faisant la pêche, etc. Mais chacun trouve trouve son activité pour
se libérer l'esprit et laisser son esprit, avec sa respiration, son esprit se libérer. Donc ça, c'est le premier. La deuxième, c'est plutôt une pratique d'analyse dans la bienveillance. Alors ça se fait seul ou en groupe. C'est des pratiques qui sont faites très fréquemment dans les milieux hospitaliers, avec les infirmières, les nurses, dans le milieu médical, qui font des rétrospectives pour se demander qu'est-ce qui a été fait. Alors, ça doit être fait de façon bienveillante et de façon de critique constructive. Donc, on se demande plusieurs fois comment, pourquoi et comment on peut mieux faire. Donc, et de faire le point par rapport à ça. Le troisième élément, c'est d'avoir un élément de distraction. Alors, quand j'appelle un élément de distraction, c'est-à-dire que c'est se focaliser sur autre chose, particulièrement si vous avez une émotion désagréable qui vous fait de la peine ou qui vous perturbe, c'est de détourner l'attention sur une expérience émotionnelle positive. Alors, pourquoi? Le cerveau ne fait pas forcément, en fait, ne fait pas la différence entre, vous allez peut-être un peu choqué par rapport à ce que je vais dire, mais ne fait pas la différence entre le virtuel et le réel, ou entre ce qu'il perçoit, disons que c'est plutôt comme ça, entre ce qu'il perçoit de réel et entre ce qu'il perçoit de virtuel. L'exemple, c'est quand vous êtes au cinéma et si vous assistez à un film d'horreur, plus facile de visualiser, vous avez beau savoir que vous êtes dans une salle, que vous êtes à l'abri, que c'est un film, qui a un écran, eh bien, il y a sûrement certaines scènes qui vont vous faire sursauter, qui vont vous donner des frissons, qui vont vous faire peur, qui vont vous faire réagir. Pourtant, votre cerveau et vous-même, vous savez que c'est un film et que vous êtes bien assis confortablement et que vous risquez rien. Et malgré tout, la perception du cerveau va faire en sorte qu'il va vous donner cette sensation de frayeur. Donc, s'il est capable, le cerveau, de vous donner cette sensation de frayeur, il est tout à fait capable de vous donner cette sensation de bien-être et de bonheur également, ou de joie. Donc, c'est à vous d'arriver à vous conditionner, à repenser, à avoir une bibliothèque d'éléments, de souvenirs positifs, de souvenirs agréables, ou de photos, ou de musique qui vous mettent dans un état agréable. Et ça vous permet d'avoir cette distraction et de profiter de l'instant présent et de balayer cette émotion qui finalement n'apporte rien de positif dans votre action. Donc ça, c'est la partie distraction. Les trois derniers conseils sont assez liés, sont très liés en fait. C'est de faire de l'exercice physique parce que les émotions sont impactées aussi par vos hormones, donc d'un point de vue médical. Les hormones telles que la sérotonine, la dopamine, les endomorphines ont un impact biologique et physiologique sur vos émotions. Et un des moyens de développer des émotions positives, des émotions agréables, des émotions agréables, l'exercice physique, de la marche, de faire du sport, de monter des marches ou d'aller prendre l'air en même temps à l'extérieur, vont réguler vos hormones d'une façon positive. L'alimentation saine, le sommeil, donc ces trois éléments, je sais, c'est basique, on revient à des fondamentaux, mais on a parfois tendance à s'oublier, à oublier soi-même, à prendre soin de son propre corps, à prendre soin de son propre sommeil. Et donc, ces éléments-là, en fait, ont un élément essentiel sur vos émotions. Et si vous voulez qu'elles soient un allié, prenez déjà soin de vous avec votre sommeil, en mangeant de la façon la plus saine possible et en pratiquant de l'exercice, puisque ça impacte directement sur votre métabolisme. Voilà. La sixième, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que vous pouvez mettre tout ça dans un journal, au moins 3 fois par semaine, écrire vos expériences ou les partager sur nos pages en contactant directement Nora sur son site ou en nous contactant. Les choses qui marchent pour vous, les choses qui ne marchent pas, les choses que vous aimeriez avoir. N'hésitez pas à nous en faire part et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous pour plus d'échanges, plus de conseils. Et de toute façon, pour que l'émotion soit un allié, ça passe par votre ténacité, par votre persévérance. On peut vous donner des informations, on peut vous expliquer, mais c'est votre motivation. Donc la motivation, on rejoint l'intelligence émotionnelle.
Donc, encore une fois, c'est ça qui vous permettra de prendre le contrôle de vous-même et de pouvoir vous épanouir, vous booster et mieux réussir. Donc, j'espère que je vous ai apporté quelques éléments complémentaires qui vous seront utiles. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre sur pause, réécouter, revenir en arrière ou nous contacter directement. Exactement. Voilà un Merci. petit peu. Ouais. C'est juste énorme. Merci beaucoup, Marc, pour toutes ces informations. Et je sais qu'il y en a encore plein d'autres. J'ai dû t'obliger à couper un peu des choses parce que c'est vrai que c'est vraiment un domaine qui est très riche. La gestion des émotions, voilà, ça touche beaucoup de choses en nous. Mais finalement, comme tu le dis, avec des fondamentaux, des choses simples, on peut arriver à les gérer. Et par contre, ça doit voilà, venir de nous. Ça, bah, tu le dis, Marc, je le dis aussi souvent. Tout part de toi. À un moment donné, voilà, c'est toi qui dois passer à l'action, agir, être motivé. Tu peux te faire aider, accompagner, mais voilà, on ne pourra, nous, que marcher à tes côtés. On ne pourra pas marcher à ta place ou te porter. Tout, voilà, ça doit venir de toi. Donc, merci beaucoup, Marc, pour toute la valeur que tu as apportée à cette série-là de vidéos. Merci pour le temps aussi que tu as consacré. Et ben, nous, on se retrouve demain. Je fais une dernière petite vidéo en guise de conclusion. Donc, comme l'a dit Marc, si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous contacter sous la vidéo, sur nos sites, sur nos pages. Je vais mettre les liens pour pouvoir contacter Marc, pour accéder à son site et sa page Facebook aussi. Et comme ça, vous pouvez le contacter directement, puisque c'est plus son domaine. Et voilà, ben, moi, je vais vous dire que c'était une belle journée. Je vous fais les bisous du jour et puis à demain.